le propos est de parler de la diffusion en population générale de ces tests de prédisposition au cancer. Pardon, de parler de ces prédispositions au cancer. Alors, je vais prendre encore une fois l'exemple du cancer du sein parce que c'est une situation extrêmement fréquente et que je qualifierais d'emblématique. Voilà. Je voudrais juste rappeler sur cette diapositive ce qu'est la médecine prédictive, dont l'oncogénétique est véritablement l'exemple majeur. Il s'agit donc d'estimer, je cite cette notion qui a été donnée par Jean Dossé il y a plus de 50 ans, prix Nobel de médecine, pardon. Donc le plus souvent indemne, le risque qu'elle développe une maladie donnée. Et la légitimité de cette médecine prédictive repose sur le fait que savoir doit permettre de diminuer l'impact de la maladie annoncée en prenant des mesures de prévention ou de traitement. Donc la médecine prédictive, elle est préventive, c'est ce que nous a très bien exposé Suzette de la Loge. C'est une démarche de prévention, une démarche donc de santé publique qui par essence devrait s'adresser au plus grand nombre. Et jusqu'à maintenant, l'indication d'un panel de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire, eh bien, les indications, elles sont fondées essentiellement sur l'histoire familiale, c'est les caractères noirs, je ne les préciserai pas, sur les caractéristiques du diagnostic, le jeune âge au diagnostic, des caractéristiques tumorales, ou enfin sur une altération des gènes BRCA1 ou 2 identifiés dans la tumeur. La tumeur, c'est d'abord l'ADN natif de la personne, et donc l'altération tumorale, elle peut être acquise au cours du processus tumoral, somatique, ou elle peut être constitutionnelle. Mais il n'empêche que aujourd'hui, on est limité dans ces indications. Et il y a eu une révolution donc, du séquençage, c'est une révolution technologique. Souvent, les technologies nous permettent d'avancer, de nous mettre en face de questions sur lesquelles il faut donc s'engager. Le fait est que le séquençage très haut débit, qui est arrivé dans nos laboratoires au début des années 2010, a été une augmentation formidable des capacités de tests génétiques, à la fois en nombre d'individus, mais aussi en temps de gènes séquencés, mais aussi voire de notre génome. Le génome, c'est les 2 fois 3 milliards de paires de bases, ou c'est l'ensemble des gènes qu'on appelle exomes. Et on voit sur cette courbe en bas, c'est que j'ai pris dans le rapport de l'Institut national du cancer, c'est l'augmentation de 20% de l'activité en 2013 par rapport à 2012 et qui est liée à l'apparition du séquençage très haut débit. Donc on a aujourd'hui finalement avec ces technologies les capacités pour faire davantage de tests et les proposer à un plus grand nombre en s'affranchissant des indications que j'ai rappelées. Donc, mais il y a des épreuves à surmonter. Je voudrais vous en développer 2. D'abord, c'est l'épreuve des variants de signification inconnus qui ont été évoqués. Et puis, c'est la nécessité d'aller vers une estimation individuelle des risques tumoraux. Et l'intervention de Suzette de la Loge l'a très très bien introduit. Et puis, on pourrait rajouter, je l'ai mis en gris parce que j'en parlerai pas plus, c'est l'impact du diagnostic, la prédisposition, sur l'incidence du cancer considéré. En gros, c'est la contribution de la prédisposition en population générale. Et dans ces prédispositions génétiques qu'on dit majeures, qu'on dit mendéliennes, parce que liées à l'altération d'un gène, potentiellement transmis de génération en génération, une espèce de génétique verticale, eh bien la contribution de ces prédispositions est assez faible, sauf pour quelques tumeurs de l'enfant, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Les variants de signification inconnus. Alors cette barre là en haut représente la protéine BRCA1, et puis juste en dessous, c'est la taille de la partie codante du gène. Et ces barres distribuées sur l'ensemble de la partie codante du gène, eh bien, sont autant d'altérations, mutations, variants pathogènes, ce sont les mêmes termes, répartis sur l'ensemble donc, de la partie codante. Et la hauteur de la barre est proportionnelle du nombre de fois où elle a été identifiée donc, dans des familles différentes. Et en novembre 2024, au niveau national, eh bien, on avait identifié près de 1300 variants du gène BRCA1 pathogènes. On s'était engagé parce qu'ils donnaient un signal d'arrêt de traduction, par exemple, de la protéine. On avait pu s'engager sur différents arguments. Et donc, qui ont été rapportés dans une base
donc de variants pathogènes en oncogénétique, qu'on appelle FROG, pour French Oncogenetic Database. Nous assurons notre franchitude. Le problème, c'est qu'on avait identifié en même temps près de 1800 variants dont on ne savait pas quoi faire, ou variants de signification inconnue. Et c'est assez paradoxal, c'est que plus on séquence notre génome, plus on identifie de variants pathogènes, ça c'est vrai, mais aussi des variants bénins, mais on en identifie encore plus de variants de signification inconnue, c'est dans la partie du haut, la partie variant en plus clair. Et puis vous voyez, BRCA, BRCA2, c'est le nombre annuel de variants identifiés entre 2009 et 2011. En rouge sont les pathogènes, en bleu, en bas, sont les variants bénins, et puis en gris, c'est le grand sac gris des variants de signification inconnue. Et c'est un problème. Et ont été rapportés plusieurs cas un peu individuels. C'est un article du New York Times d'une patiente qui disait moi je ne sais pas quoi faire parce que mes médecins ne s'entendent pas, certains pensent que c'est causal et puis d'autres ne disent rien. Et en particulier quand les médecins, pardonnez que mes collègues non généticiens me pardonnent, mais voient un variant, un compte-rendu laboratoire, voient sur un variant une étude BRCA, eh bien, ils sont interprétés comme pathogènes. Tout changement de séquence, quand on voit un gribouillis bizarre, C4495, C dans le G, c'est rare, donc c'est grave. Et donc, il y a beaucoup d'efforts sont faits au niveau non seulement national avec la base FROG, le groupe génétique et cancer, mais au niveau international, pour colliger sous ces variants avec un certain nombre d'arguments sur lesquels je ne vais pas développer, mais pour classer ces variants en signification inconnue, enfin pour sortir ces variants de signification inconnue, pour les classer en pathogènes ou en non pathogènes ou en bénins. Et ceci nous donne aussi, illustre une dimension de l'oncogénétique, c'est qu'on rencontre un tenté, une première personne dans une famille, ensuite on ne trouve rien, ou alors on trouve justement un variant de signification inconnue, et il faut avoir la capacité de revenir vers les personnes qu'on a rencontrées, vers les apparentés, quand le variant a été classé, surtout s'il devient pathogène. Et donc c'est une dimension de l'oncogénétique que d'avoir une organisation, je dirais à la fois spatiale, au niveau national, ça a été évoqué, il faut être à peu près cohérent sur ce que l'on dit, et puis au niveau aussi temporel, puisqu'il faut s'inscrire dans le temps. Le deuxième point, c'est l'estimation individuelle des risques tumoraux. Je voudrais citer cette étude, pardonnez-moi sur le texte qui est en anglais, mais c'est une estimation des risques de cancer du sein et de l'ovaire dans des familles avec une altération BRCA et BRCA2. Ces études prospectives, c'est de grande qualité, il n'y a pas de biais, de départ. Vous voyez près de 10 000 femmes suivies, certaines atteintes d'un premier cancer. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cette étude a été faite à partir de femmes s'inscrivant, vues en consultation génétique. Et pourquoi ? Parce qu'elle avait une histoire familiale déjà de cancer du sein. Et donc, il y a une estimation donc, du risque cumulé de cancer du sein au cours de la vie. Là, et vous voyez, à l'âge de 80 ans, BRCA1, c'est 72%, avec ce qu'on appelle un intervalle de confiance entre 65 et 79. Et puis BRCA2, risque 69%, c'est-à-dire des risques assez superposables. Et puis après, avec justement les capacités formidables d'analyse des gènes et de parler de personnes, on a vu apparaître des études d'association qui ont porté sur près de 50 000 cas, c'est-à-dire femmes atteintes de cancer du sein, non sélectionnées pour l'histoire familiale ou pour l'âge de diagnostic, et puis 50 000 témoins. Des études extraordinaires, comme savent le faire notamment les Anglais, très forts en épidémiologie. Et ce qui est intéressant, c'est que, prenez la deuxième partie de la diapo, la première rapportant, résumant l'étude précédente, eh bien, dans cette étude d'association, eh bien, vous voyez que le risque de cancer du sein cumulé au cours de la vie, il est de 53%. Ce n'est pas de 72% d'avant, et avec ce qu'on appelle les intervalles de confiance, même qui ne se superposent pas. Ça, c'est pour la signification des statisticiens. Et puis ensuite, sont commencés à apparaître des études véritablement de population. Les Anglais, toujours, ont fait une étude formidable qu'ils ont appelée Genotype First Approach in Medicine, c'est-à-dire on fait la génétique et puis on ne voit pas le phénotype. D'abord, on ne voit pas l'histoire familiale. Donc, ces études de population, Biomic Cohort in UK Biobank, plus de 72 femmes ont été séquencées,
gènes donc BRCA1 et BRCA2. Et là, vous voyez que le risque cumulé de cancer du sein eh bien, diminue. Il est 32%, semblable pour BRCA1 ou pour BRCA2, avec des intervalles de confiance qui se superposent encore moins. Et ceci nous dit que certes, il y a BRCA1, BRCA2, avec cette transmission verticale de l'un des deux parents à un enfant, mais il y a ce noyau, mais autour, il y a des facteurs modificateurs de risque. Et là, quelques éléments pour vous dire que sur la partie gauche, c'est une étude ancienne, d'abord qui nous rappelle que le risque de cancer du sein dans la population, on le sait, a quasi doublé au cours de ces dernières décennies, pour toutes les femmes, pour nous toutes. Mais il a également doublé chez les femmes qui ont une altération BRCA1 ou BRCA2. Ça nous dit que ces femmes prédisposées eh bien, sont également soumises aux facteurs de risque que toutes les femmes, notamment dans les pays occidentaux, subissent. C'est probablement la modification, enfin, c'est tout un sujet, mais c'est la modification de diminution du nombre d'enfants, l'âge de la première grossesse tardive, c'est l'indice de masse corporelle qui augmente, enfin, et peut-être aussi l'exposome, enfin tout un nombre de sujets. Et puis, ça c'est pour les facteurs non génétiques. Et puis on s'est aperçu aussi qu'il y a des familles qui ont la même mutation, la même altération BRCA1. C'est la famille en haut, il n'y a que des cas de cancer du sein. En bas, il n'y a que des cas de cancer de l'ovaire. Il ne s'agirait pas d'attendre un premier cancer du sein ou de l'ovaire dans une des deux familles. Mais ça nous dit que certes, il y a BRCA2, mais il doit y avoir des facteurs modificateurs de risque. Et Suzette Delaloge a introduit ce qu'on appelle les SNP, Single Nucleotide Polymorphism, dont la combinaison en polygénique risk score, PRS, qui est impropre, on devrait plutôt parler de génomique risk score. En fait, les PRS, c'est des combinaisons individuelles de SNP, dont les SNP, c'est des situations très... Enfin, comment dire, c'est des variants qui peuvent avoir deux allèles, deux formes. Il y a un variant fréquent et puis un autre qui est un peu plus rare. On parlera de l'allèle rare et l'allèle fréquent. Eh bien, c'est une combinaison de SNP dont l'allèle rare est associé à une augmentation, une diminution du risque de cancer du sein. Mais c'est des augmentations qui n'ont rien à voir avec BRCA1, BRCA2. BRCA1, BRCA2, le risque relatif, c'est facteur 10. Quand les SNP, chaque SNP, c'est 0,005, 0,1. Mais la combinaison d'un certain nombre de SNP peut contribuer de façon importante. Et c'est ce que, dans la dernière partie de cette diapositive, BRCA2, eh bien, on voit qu'en fonction du type de PRS, eh bien, le risque à 5 ans, il est pour une personne donnée, il varie entre 4 et 12%. Et donc c'est ça l'avenir, je dirais les tests en population générale que l'on attend, c'est d'aller vers des estimations individuelles. Je ne prends pas la première partie de la diapo, mais lisez la dernière, des invariants néanmoins qui doivent guider la conduite des tests génétiques. C'est toujours de faire des tests de qualité qui doivent être proposés, non imposés, à des personnes informées, accompagner, protéger. Et puis, c'est aussi la problématique de l'accès équitable sur l'ensemble du territoire. Catherine Noguès l'a évoqué. Et pour finir, je voudrais vous raconter une histoire. C'est toujours à propos de tests offerts en général, là maintenant, dans la population. C'est quand un test sur Internet pense faire le diagnostic de polypose adénomateuse et de syndrome de Lee-Phroménie, ou l'histoire d'un jeune homme au pays du DTC, Direct to Consumer. On a été sollicité, il y a maintenant quelques années, à l'Institut Curie, par un jeune homme, 34 ans, qui nous avait contactés, parce que la veille de son départ en voyage de noces au Japon, en fait, ce jour-là, il avait reçu le résultat d'un test ADN qu'il avait commandé par Internet en janvier, à la fois par curiosité, c'est une sorte, il était un peu geek, un peu, voilà, très orienté, voilà, porté par les nouvelles technologies, et puis en plus, ça coûtait pas cher, 170 €. Et voilà son message. Suite à un test génétique, il m'a été annoncé que j'avais une mutation des gènes APC et TP53. Étant donné les implications, j'aimerais confirmer ce test et surtout être conseillé. Alors, il avait effectivement reçu un rapport qui était trompeusement intitulé Wellness and Lifestyle Report, quand en fait c'était un rapport médical, et qui donnait les résultats d'exploration de 70 maladies ou syndromes
Chacune, d'ailleurs, finalement, chacun de ces maladies assez rares. Et curieusement, il n'y avait pas BRCA1 ou BRCA2. Et trouver donc la polypose adénomateuse familiale, il faut savoir ce que c'est des personnes qui font des centaines de polypes tout le long du tractus digestif, et on est amené à faire une colectomie totale, voire une ablation également du rectum dans certains cas. C'est extrêmement invalidant. Et le syndrome de Lie-Froménie, qui est lié à des altérations du gène TP53, c'est des risques très importants de cancer du sein très jeune, de sarcome, mais également de tumeurs cérébrales. C'est une situation extrêmement difficile. Et donc, quand on a vu son message, on s'est dit, bon, ça doit être 2 variants de signification inconnus. Bon, et puis non, pas du tout. Le laboratoire, y compris nos collègues de Rouen, nous ont dit, non, c'est 2 variants pathogènes, vraiment. Ça donne des polyposes adénomateuses et un syndrome de Lie-Froménie. Néanmoins, il avait une histoire individuelle et familiale qui n'était en aucun cas évocatrice de l'une ou l'autre des situations. Et puis, finalement, la probabilité d'identifier une altération constitutionnelle à la fois de TP53 et d'APC, eh bien, était extrêmement faible. Elle était estimée à 1 sur 400 millions, puisque, en prenant la fréquence de chacune des maladies, 1 sur 40 000 que multiplie 1 sur 10 000, cette situation était pas forcément impossible, mais plus que improbable. Et puis, nous avons, c'est une diapositive un peu complexe, mais juste pour vous dire, retenez qu'il s'agissait en fait d'infos positives. Nous avons pu avoir accès aux données de séquence, et il a été montré que c'était des erreurs d'interprétation, de conclusion de bioinformatique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la rubrique des questions fréquemment demandées, sur le site de la société, il était indiqué qui fait le rapport. Eh bien, ce sont des rapports adaptés aux maladies sélectionnées et qui sont générés par l'équipe bioinformatique. Je rajouterais par des algorithmes bioinformatiques sans aucun homme ou humain derrière. Donc les travers des tests génétiques en DTC, direct to consumer, c'est les faux positifs, on l'a vu, sont aussi des tests incomplets. On ne cherche pas, notamment pour BRCA2, il y a plusieurs sociétés, dont une 23andMe qui a fait faillite il y a peu, ils regardaient pour BRCA2 3 variants pathogènes qui étaient fréquents dans la population ashkénaze, qui étaient d'interprétation solide, mais ils ne regardaient pas les 2000 autres. C'est la problématique de la mauvaise interprétation des variants, c'est donc souvent des variants de signification inconnus. Et puis, ça peut être des tests sans utilité clinique, je ne vais pas là plus de détails. Et puis, bien sûr, c'est l'absence de tout accompagnement et puis le refus de toute responsabilité. Je ne vais pas dans le détail, regardez que le titre. Il y a à la fois, quand on lit l'accord, qui n'est pas un consentement, mais quand on va regarder un peu plus sur le site qui est proposé, eh bien, il y a à la fois refuse toute responsabilité, décline toute responsabilité, et puis bien sûr, il n'y a aucune mesure d'accompagnement. Et donc mon propos est de dire que les tests génétiques sont des examens médicaux. Et ce n'est pas l'accessibilité de l'ADN constitutionnel, un peu de salive, le fait que l'ADN voyage très bien, ça résiste à toutes les températures, froides ou chaudes. Ce n'est pas les capacités fantastiques de séquençage de l'ADN, et ce n'est pas au nom de l'autonomie des personnes que les tests génétiques ne doivent pas être encadrés comme tous les examens médicaux. Et rappelons que le législateur, dès la première loi de bioéthique de 1994, ne s'y est pas trompé. Il avait dit « l'examen des caractéristiques génétiques est un examen médical dont le résultat engage la personne testée et ses apparentés. Un encadrement est nécessaire pour les tests de qualité dont la sécurité est garantie chez des personnes informées, accompagnées et protégées. Les laboratoires sont autorisés par l'Agence régionale de santé. Les praticiens sont agréés par l'Agence de la biomédecine et puis les consultations doivent être déclarées à l'Agence de la biomédecine. Voilà. Et dernière diapositive pour vous rappeler ce que j'avais trouvé dans un livre de Jean Bernard. Les plus jeunes ne le connaissent pas. Ça a été un grand hématologue qui a été à l'origine du Comité national d'éthique et qui nous rappelait les obstacles à la réflexion en innovation médicale qui sont l'ignorance, le dogme, la magie et le lucre. Voilà. Et je vous remercie.